Donc, merci beaucoup, en fait. Puis cet échange est très riche. Donc, je suis vraiment heureux d'entendre toutes les propositions, les pistes d'action pour renforcer, démocratiser la démocratie en s'inspirant de modèles d'ailleurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Dans le cadre de cette présentation, j'avais prévu deux éléments, deux grandes parties. La première, parler qu'est-ce qu'on entend par la démocratie. Ça a l'air évident, on est tout intéressé par la démocratie. Puis, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur la question, puis j'ai récemment eu une série de nouvelles réflexions. J'ai réfléchi sur les processus puis la nature de la démocratie, puis j'ai comme éclairci certains angles morts que j'avais moi-même à propos de ma propre compréhension de la démocratie, avec des pistes qui peuvent être extrêmement concrètes aussi pour améliorer nos processus, nos différentes pratiques démocratiques. Puis après ça, je vais faire un saut un peu vers des exemples concrets que j'ai pu observer à travers le monde ici au Québec, qui pourraient être des pistes aussi pour développer différents modèles démocratiques. Donc, on a présenté ici les temps de meetings, le modèle des jurys citoyens, des mini-publics tirés au sort qui sont plus représentatifs. Il y a différents modèles avec des pour et des contre. Je vais essayer d'en montrer d'autres aussi qui seraient des pistes à expérimenter, à explorer pour voir quelles sont les formes démocratiques qui conviennent le mieux aux problèmes vécus par les milieux, par les communautés locales, les différents quartiers de Montréal. Donc, première partie, qu'est-ce que la démocratie? Je suis en train de sortir personnellement d'une dichotomie en démocratie directe, démocratie représentative, comme s'il y avait deux blocs monolithiques de ce qu'on entendait par ces choses. Certes, la démocratie représentative est plutôt un gouvernement représentatif basé sur l'élection. C'est une démocratie moderne basée sur la souveraineté étatique de l'État. La démocratie directe, on a souvent le modèle athénien, que j'aime beaucoup en fait, le modèle assembléiste. Il y a des gens qui viennent participer à la vie publique. C'est souvent pas très inclusif parce que, bon, à l'époque, il y avait des exclusions de femmes et d'esclaves, mais quand même, les citoyens qui avaient la citoyenneté pouvaient participer sur un pied d'égalité, avoir une égalité de voix, de prise de parole et égalité de vote aussi dans la décision. Puis on a souvent opposé assemblée et élection comme étant deux antipodes de la démocratie. Et je crois que l'arrivée, entre autres, du tirage au sort ou d'autres processus démocratiques permet de montrer qu'il y a un spectre, en fait, qui peut être expérimenté. Sur ce point, je pense que les différentes composantes de la démocratie qui me semblent importantes à prendre en compte, c'est la participation active des personnes concernées, premier point. Deuxièmement, ça a été discuté aussi la délibération, donc la discussion publique démocratique qui permet d'échanger des idées, des arguments pour viser le bien commun ou prendre des décisions ensemble. Ensuite, l'autre élément, même dans la démocratie directe, qu'il faut prendre en compte, c'est la représentation, bizarrement, mais la représentativité, ou même si on a un système de démocratie directe avec plusieurs assemblées, avec des mandats impératifs, il y a toute la question de si on envoie des délégués à une autre instance, comment est-ce qu'ils rendent des comptes? Donc, les mécanismes de rétroaction. Donc, même si on ne donne pas un chèque en blanc lors d'une élection à un représentant élu, qu'on a quelqu'un qui est vraiment délégué pour amener une décision ailleurs, il faut trouver des systèmes pour permettre une certaine redevabilité des décisions, une certaine rétroaction, feedback entre les gouvernés et ceux qui portent ces intérêts, ces idées à d'autres sphères, instances de pouvoir. Autre élément, ça a été discuté, l'inclusion, donc dimension que j'explorais moins à l'époque, mais quand on a une approche intersectionnelle, on se rend compte que à la fois, il y a des barrières à l'entrée dans le processus démocratique et même dans les processus de discussion, ça peut générer des formes d'exclusion. Euh, et l'autre élément que je voudrais ajouter ici, qui n'est pas souvent pris en compte ou qui est pris en compte de façon implicite, c'est que la démocratie, c'est un processus de résolution de problèmes, d'intelligence collective qui génère ses propres capacités de apprendre, en fait. C'est des processus d'apprentissage collectif et la démocratie comme expérimentation, c'est ce qui nous permet de développer nos compétences, capacités citoyennes pour apprendre à comment devenir des démocrates nous-mêmes, comment faire des va-et-vient, expérimenter, apprendre de nos propres erreurs pour améliorer nos processus par la suite. Donc, toute cette dimension de process of social learning, donc les processus d'apprentissage social collectif. Il y a beaucoup de méthodologies d'intelligence collective dans différents collectifs d'autogestion et autres. C'est vraiment des outils qu'on doit mobiliser pour faire vivre la démocratie vraiment. Donc, ce n'est pas juste d'avoir une assemblée où les gens vont prendre des décisions ensemble, où ils vont discuter. Il faut apprendre à comment générer l'intelligence collective dans nos espaces démocratiques. Et ça, ce n'est pas évident à faire. Mais au moins, on peut apprendre, puis c'est un processus qui est itératif, qui peut évoluer aussi. Et la dernière dimension qui me ramène à la démocratie directe,
c'est l'expérience d'agentivité, de self-efficacy, d'auto-efficacité qu'on peut éprouver dans les processus démocratiques pour prendre de la confiance en soi, dans notre capacité d'action, comme individu, comme groupe, en tant que société aussi. Donc, les processus d'empowerment, d'après moi, sont inhérents au processus démocratique lorsque ça va bien. Donc, des bons processus démocratiques, c'est des processus qui génèrent la puissance d'agir, le sentiment de pouvoir faire une différence. Et les mauvais processus démocratiques, c'est quand ça génère de l'impuissance, du cynisme, du désengagement, qu'on se sent exclu, puis on se dit ça ne sert à rien de participer parce qu'on perd notre temps, parce qu'on n'a pas d'impact, et on sort de ces espaces démocratiques. Donc, c'est toutes des dimensions. Quand on parle de démocratie directe, d'après moi, il faut ouvrir le spectre de ce qu'on entend par là. Les contreparties de ça, si on prend chacune des dimensions que j'ai dit, la participation, délibération, représentation, inclusion, intelligence collective et le pouvoir d'agir, il faut prendre en considération que chacune de ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui vient en soi. La démocratie génère ses propres dysfonctionnements, ses problèmes. C'est un processus qui est, comme vous le savez tous, qui est conflictuel. Et la participation peut générer du désengagement, c'est le premier défi. La discussion peut générer de la polarisation, de la montée en extrême. On peut se disputer, se chicaner. Ce n'est pas nécessairement mal de se disputer, mais il faut apprendre à bien disputer ensemble. La représentation peut mener de la centralisation, de l'inclusion peut générer de l'exclusion, l'intelligence collective qu'on souhaite avoir dans nos processus. Parfois, dans nos espaces démocratiques, on génère de la stupidité ou de la bêtise qui est reproduite. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à auto-corriger dans les processus. Et le pouvoir d'agir, généralement, quand on se sent qu'il y a un système de consultation, de participation publique qui ne fonctionne pas, les gens se découragent et disent, bien là, la démocratie représentative, c'est pas bon. La démocratie participative, on essaie. Ça ne fonctionne pas. Donc, les gens se désengagent, deviennent cyniques. Il faut essayer de trouver des solutions concrètes pour surmonter ces enjeux. Et là, puis là, avant d'entrer dans les exemples concrets, je pense qu'une des voies à explorer, c'est d'analyser la démocratie en différents processus. On parle souvent de modèles démocratiques, comme Sean l'a fait, puis je pense que c'est essentiel. Donc, il y a des modèles délibératifs, il y a des modèles basés sur des assemblées. On parle souvent des formes, des instances, des procédures. Ça, c'est essentiel. Mais il faut penser à nos processus démocratiques, à nos pratiques démocratiques. Et nos différentes pratiques reposent sur des vertus démocratiques, donc des dispositions à agir qui reposent en fait, sur des compétences qui sont acquises dans nos interactions, comme par exemple la capacité d'écouter, la capacité on pourrait dire la vertu de l'amitié, de créer des liens sociaux dans nos processus, l'esprit critique, l'entraide, l'expérimentation, la justice sociale, l'humilité. Donc, c'est toutes des choses qui sont un peu, on pourrait dire, psychologisantes, mais si on va évacuer cette dimension-là de la démocratie, on perd la chair et on désapprend à se donner des capacités sociales et psychologiques pour faire vivre des processus démocratiques de façon adéquate. Donc, c'est tout un... Là, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais c'est tout un aspect que je suis en train d'explorer, à la fois dans la recherche, mais dans mes lieux d'implication militant pour dire quelles sont nos bonnes vertus démocratiques qu'on peut appliquer pour créer une culture démocratique vivante. Parce qu'on peut avoir des beaux espaces démocratiques, mais qui sont absolument froids, aliénants, que les gens vont être trop poussés parce qu'ils ne vont pas se sentir inclus dans les processus, ils vont sentir que c'est ennuyant, qu'ils ne sont pas écoutés. Donc, il faut apprendre à créer des bons espaces démocratiques. Donc, ça, c'est toute une dimension que je voulais ajouter. Là, je vais faire un saut vers une fois des considérations un peu générales, philosophiques, pratiques sur comment faire vivre la démocratie, sur différents modèles qui m'ont inspiré, puis je crois qu'ils pourraient inspirer des processus à Montréal ou ailleurs aussi, que vous connaissez peut-être, qui sont centrés non pas sur une forme démocratique établie a priori, comme une assemblée, ce n'est pas établi sur le modèle du tirage au sort, mais c'est plutôt des processus démocratiques orientés vers une action, vers la résolution de problèmes. Un des exemples, par exemple, que j'ai trouvé extrêmement inspirant, je vais vous donner le lien dans le chat ici. Quand j'ai été en France en 2019, avant la pandémie, je suis allé voir les initiatives municipalistes, donc au niveau de la démocratie municipale locale, qui est en train de s'organiser dans le cadre des différentes élections municipales. Il y avait certes des partis politiques de centre, de gauche, de droite qui étaient en train de s'organiser, mais il y avait toutes des initiatives et des nouvelles méthodologies d'intelligence collective, de construction de listes citoyennes, des processus démocratiques qui partaient de la base
pour essayer, certes, de se présenter dans le cadre électoral, mais d'amener une nouvelle philosophie puis une nouvelle pratique sociale. Et du côté de Nantes en commun, la ville de Nantes en France, ce groupe-là que j'ai eu la chance de rencontrer a développé un processus assez intéressant pour construire leur programme politique par le biais d'enquêtes. Donc, il dit, au lieu d'avoir un petit comité qui va créer le projet politique, donc toi, tu vas t'occuper d'environnement, toi d'économie, toi de ça, n'importe qui dans le groupe pouvait créer une enquête. Comment on crée une enquête? Je m'intéresse à une question. Je m'intéresse à la question de l'alimentation. Là, on va aller consulter des personnes expertes, des citoyens locaux. On développe des propositions, des pistes. On va voir ce qui se passe ailleurs, puis ça crée des propositions. Donc, c'est une façon de co-construire le programme de la ville de façon plus décentralisée, plus agile, qui nous permettent vraiment de développer de la connaissance sur le milieu de vie. Donc, c'est comme des façons d'expérimenter dans une action concrète. On apprend à connaître notre milieu, à proposer des solutions pour implémenter ça par la suite. Donc, ça, je trouvais ça original. Et ce groupe-là, par la suite, suite aux élections municipales, il se disait, on ne veut pas juste être un parti électoraliste, on veut faire des choses concrètes par la suite. Et il s'appelle Nantes en commun, il s'inspire des biens communs. Et là, ce groupe-là, suite aux élections, il continue à créer comme une école d'apprentissage, en fait, une genre d'école de formation sur la démocratie, l'écologie et autre chose. Ils développent un truc aussi qui est un café associatif. Donc, ils créent leur propre lieu, espace de vie associatif. Ils veulent créer aussi une coopérative d'énergie renouvelable. Donc, c'est comme un parti politique qui n'en est pas vraiment un parce qu'ils expérimentent puis ils vont créer des institutions extra-municipales ou hors des institutions municipales pour créer du pouvoir d'agir dans la communauté directement. Donc, ça, c'est une des choses que je trouve assez inspirant. Il y a l'exemple de Cooperation Jackson, que je ne pourrais pas présenter longtemps, que vous connaissez peut-être tous et toutes ici, du côté de Jackson, Mississippi, qui est basé sur l'idée du dual power. Donc, certes, il y a des gens qui se sont présentés au niveau municipal, mais c'est vraiment construire des coopératives, des assemblées populaires, donc le modèle d'assemblée, puis aussi de miser sur l'économie solidaire, de créer des coopératives autogérées, confédérées entre elles pour créer un pouvoir qui émane de la communauté directement. C'est ça la base du municipalisme pour eux. Le moment électoral, c'est juste, ça vient après, mais c'est vraiment de construire des institutions dans nos milieux qui répondent à des besoins concrets. Autre élément dans lequel je suis impliqué, puis là, je vais avoir une rencontre sous peu, qui n'est pas de la même verve, mais presque, qui est la vague écologiste au municipal. Donc, une initiative au Québec qui a été mise en place au début de l'hiver 2021. Il y a environ 4 ans, 5 ans de ça, il y a différentes personnes, Nathan, Dimitri Roussoupolos, ont commencé à créer le réseau d'action municipale. Donc, ça a commencé à prendre forme. Finalement, ça a fini comme une page Facebook. Ça ne s'est pas concrétisé beaucoup, mais on avait commencé à créer une organisation qui pourrait favoriser le réseautage, non seulement à Montréal, mais dans d'autres régions du Québec. Et là, ce projet-là est un peu, a été mis sur la glace, mais là, il a pris une nouvelle forme à travers des gens qui s'impliquent dans le Front commun pour la transition énergétique, des mouvements de gauche et quelques personnes municipalistes libertaires dans le bas du fleuve, dans différents coins du Québec, se sont dit, on se met ensemble pour créer un certain regroupement pour appuyer des candidatures écologistes. On ne va pas miser d'abord sur les grandes villes parce que déjà à Montréal, il y a Projet Montréal, puis bon, on peut avoir différentes positions par rapport à ce qui se passe. Dans des grandes villes, c'est déjà organisé, mais dans plein de petites municipalités, on pourrait avoir des candidatures écologistes progressistes, puis promouvoir une démocratie participative et directe par la base. Donc, on est en train de s'organiser. Je dirais que la force de ce mouvement, c'est d'avoir un réseautage avec à peu près 300 personnes à travers le Québec. Il y a 75 personnes actuellement qui comptent se présenter avec des plateformes vertes, écolo, avec plus de démocratie participative. Donc, ça crée vraiment une force de frappe plus grande qui va pouvoir nourrir du tissu social, des expériences pour la suite. Puis l'autre élément, c'est vraiment l'esprit d'entraide, de collaboration, d'expérimentation. Donc, c'est un mouvement qui est en train de se construire. Puis c'est quelque chose que je vous invite à suivre un peu. Donc, il y a ça. Le point faible, c'est que le niveau de démocratie directe est moins présent au cœur du mouvement. Et là, c'est pour ça qu'on est un sous-groupe à l'intérieur. On se dit, bien, il faudrait regrouper les municipalistes libertaires ou les municipalistes autres pour dire, bien, la vague écologiste est beaucoup écolo. L'aspect démocratie est présent, mais il n'est peut-être pas assez fort. Donc, la jambe démocratique, il faudrait la mettre de l'avant. Donc, c'est pour vous dire que c'est un processus qui est en construction. Puis je pense que ce qui serait cool éventuellement, c'est avec à nous le plateau, Démocratisons Montréal ou tout ça, créer des synergies. Parce que moi, je me suis plus bizarrement, j'étais à Montréal, je suis du côté d'Ottawa, je me suis moins impliqué à Montréal, mais il faudrait essayer de raccrocher les initiatives locales ensemble
pour avoir un réseau pan-québécois puis réseauté ailleurs dans le monde aussi. Et le dernier exemple que vous connaissez peut-être, je vais finir avec ça, qui donne un petit peu d'espoir aussi. Il y a le réseau transnational qui s'appelle Fearless Cities, qui a été mis de l'avant par Barcelona Nkomu, entre autres, mais qui a vraiment des gens des 5 continents qui essaient de se réseauter pour promouvoir ce genre d'idées. Donc, je dirais que la démocratie, pour la faire vivre, il faut être vraiment dans ce processus orienté vers une action concrète. On résout des problèmes. C'est un processus qui est imparfait. On essaie d'apprendre de nos erreurs, mais après ça, on est capable d'augmenter en confiance, d'agir. On est capable de surmonter des difficultés, d'apprendre puis de partager ses savoir-faire avec d'autres groupes ailleurs. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, à la fois mes réflexions personnelles un peu sur la démocratie, des exemples concrets. Puis je suis heureux de voir qu'à Montréal, à nous, Plateau, démocratisons, la gauche urbaine de Montréal et d'autres initiatives aussi. Il y a beaucoup d'effervescence. Puis là, c'est comme articuler ça ensemble. Ça va être la prochaine étape à suivre, je crois.